Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un dernier tour de piste pour les investisseurs et les marchés en cette fin d'année 2022. Quelques séances de trading encore pour conclure cette année qui aura été décoiffante à tout niveau sur les marchés, bien sûr, avec une semaine qui va s'alléger sur le front des statistiques économiques, mais on aura encore quelques chiffres importants aux États-Unis en fin de semaine, avec les dépenses et revenus des ménages, notamment pour le mois de novembre, avant la période de fin d'année et des fêtes de fin d'année, qui est toujours un moment clé pour la consommation, et le consommateur américain reste plus que jamais un élément clé de la résilience de l'économie américaine à ce stade. Et puis on aura encore quelques publications d'entreprises. Le gros des résultats d'entreprises sera publié à partir de mi-janvier, mais certaines grandes entreprises sont un petit peu hors calendrier d'une certaine manière, et on aura ainsi mardi des publications intéressantes à suivre du côté de FedEx ou encore de Nike aux États-Unis. Dans ce contexte, le plan de trading de Smart Bourse, évidemment, après une semaine de retracement rapide, violent. Quels sont les éléments techniques à avoir en tête à ce stade? Est-ce un simple retracement qui mettrait d'ailleurs dans le marché dans une bonne situation pour repartir, ou est-ce au contraire le risque d'un début de renversement de la tendance positive qu'on observe depuis la fin septembre, notamment sur les indices européens? Nous en parlerons avec Alexandre Baradez avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Et puis une des grandes questions de 2023 qui n'est toujours pas tranchée malgré la dernière communication de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, la semaine dernière. Les marchés et la Fed ne sont pas au diapason sur la trajectoire de la politique monétaire américaine pour 2023. Le marché continue d'anticiper jusqu'à 50 points de base de baisse de taux à partir de la deuxième partie de l'an prochain. Comment cette contradiction se résoudra-t-elle? Nous en parlerons avec Thomas Kosterg, économiste senior Amérique chez Pictet Wealth Management, qui sera avec nous en visioconférence dans cette demi-heure. Mais d'abord, les enjeux techniques de marché, le plan de trading de Smart Bourse, comme chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG et Alexandre Baradez qui est avec nous en plateau. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. La question est simple. Si on prend le CAC 40 comme référence, ce qu'on a connu la semaine dernière est un retracement. Est-ce que c'est un retracement idéal, ou est-ce qu'il y a le risque d'un renversement de la tendance qui amènerait peut-être les marchés européens à effacer une partie plus importante encore du rallye qu'on connaît depuis la fin du mois de septembre, Alexandre? Alors, le renversement, ça paraît peu probable, parce que si on se souvient de la dernière vague de hausse qui a été costaud et complètement renversée avec de nouveaux points bas, c'était au second trimestre. C'était cette phase où le marché pensait dès l'été dernier déjà que Powell pouvait commencer à pivoter un peu, pouvait changer un peu son discours, et puis le schéma était très différent. L'inflation grimpait encore à l'époque, il n'y avait pas aussi des signaux de ralentissement économique macro qu'on a actuellement, qui peuvent aussi commencer à tempérer un peu les ardeurs, même si le discours de banquiers centraux reste agressif, mais la réalité macro est quand même sur une phase plutôt d'atterrissage. Donc le contexte par rapport au faux rallye ou au rallye avorté d'il y a quelques mois, là est très très différent. On a aussi le sentiment que les taux aux États-Unis, moi je pense que le taux 2 ans, ça y est, ce taux un peu de référence qu'on regarde par rapport aux anticipations du marché, par rapport au niveau des taux de la Fed, taux 2 ans qui était venu chercher les 5% il y a quelques semaines, il est quasiment à 4, sous les 4,2 ce matin. Moins de 4,20. Donc, et ce qui donne l'impression aussi que le pic sentiment d'inflation a été touché. On commence à avoir depuis quelques jours une petite repentification de la courbe de taux US. C'est très léger entre le 2 ans et le 10 ans qui est la zone de référence. On avait 80 points de base d'écart négatif, donc grosse inversion. Là, on voit avec tous les signaux qu'on a à la fois sur l'inflation exprimée, plus qui vient en amont, transport mondial, les données sur la Chine, sur les prix, les véhicules d'occasion, même les loyers, le prix des loyers commence à baisser un petit peu d'un mois à l'autre. On a vraiment le sentiment que le pic est là d'inflation. Donc pourquoi les taux courts iraient réaccélérer subitement? Le pétrole est à $70 quasiment. Il n'y a pas de raison fondamentale pour que le taux, en tout cas, les taux courts repartent à la hausse. Donc désormais, on entre dans la phase de
je pense, de repentification de la courbe de taux, mais je pense qu'elle sera moins négative que subprime ou Internet, parce que les causes de la crise ne sont pas les mêmes, parce que le marché a déjà pris pas mal d'avance sur la baisse, et puis parce que je pense que la repentification sera légère. On regarde les subprimes, c'était repentifié très très vite. Ouais. Là, l'inflation va... On rappelle, juste Alexandre, dans le playbook historique des récessions, il y a effectivement cet aplatissement de la courbe des taux, cette inversion de la courbe des taux, 2 ans, 10 ans, 3 mois, 10 ans, etc. On regarde différentes métriques, mais au début de la récession, et ça c'est l'histoire qui nous l'apprend, il y a un phénomène de repentification de la hausse des taux au moment où la récession commence. Et qui sont souvent des phases où le marché baisse. Quand on regarde les 2 dernières grosses repentifications, subprime et Internet, ça a été un bain de sang pour les marchés. Mais des crises différentes, des raisons différentes, des leviers bancaires à l'époque, d'argumentation totalement qu'on ne voit plus aujourd'hui. Les banques sont en bonne santé aujourd'hui. Donc, alors, le risque peut venir d'ailleurs aussi, de la macro aussi, peut-être un hard landing. Mais le hard landing, on n'a toujours pas de signaux non plus qui vont trop dans ce sens-là. Les indicateurs avancés qui ralentissent pas mal. Mais effectivement, le consommateur américain, ça reste correct. Et puis même l'emploi américain. Alors certes, c'est une donnée qui est retardée, mais même la dernière fois, ça a plutôt surpris le marché et négativement, parce que l'inscription hebdomadaire au chômage qui retombe sur des plus bas il y a plusieurs semaines, on se dit, mais le marché d'emploi... Donc, ce qui est bien, c'est que l'inflation baisse, mais avec un marché d'emploi qui est résilient, certes qui va se dégrader parce que c'est donné un peu retardé, mais on a quand même un scénario qui n'est pas sur un effondrement de l'économie américaine à ce stade. Donc, penser que la macro soit suffisamment négative pour que les indices rebasculent complètement ou que les banquiers centraux iraient trop loin, ce qu'ils ont pu laisser entendre la semaine dernière, je trouve qu'il y a beaucoup de communication à l'attention des marchés, et une seule phrase révèle ça, je trouve, celle de Jérôme Powell. Il dit les conditions financières sont un peu volatiles à court terme, ok, mais il faut qu'elles représentent le degré de restriction qu'on amène dans notre politique monétaire. Donc, il est désagréablement surpris que les conditions financières soient trop détendues, du coup ça n'aille pas trop dans le sens d'un contexte suffisamment dur pour que l'inflation baisse encore plus vite, mais je pense pas qu'il n'est pas convaincu que l'inflation va pas baisser. Il ne veut pas que l'environnement devienne trop favorable à un éventuel rebond, ce qui est différent, je pense. Voilà, donc je vois pas de scénario de retournement de marché qui nous ramènerait sur les points bas qu'on a connus cette année. Ouais. Comment est-ce que la situation se traduit concrètement sur l'indice CAC 40 si on prend la vision hebdomadaire que vous nous apportez sous forme de graphique, Alexandre? Voilà, le graphique long terme, on revient dans une zone. Alors, il y a les anciens sommets hors dividendes avant la crise des subprimes, on voit le sommet également juste avant la crise Covid. Donc ça, c'est un matelas quand même technique qu'on avait perforé avec d'autres niveaux touchés en dessous. Mais je pense que sur la phase actuelle de baisse, normalement, cette zone devrait supporter le choc. Donc le risque à ce stade, il y a un petit gap, on ne le voit pas là-dessus, on le verra après, mais qui est autour de 6200 points dans la phase qui était ouverte en phase d'accélération haussière. Il y a des gaps. Ça, c'est le genre de truc que les algos sont friands. S'il y a un gap qui n'est pas trop loin, et puis qu'il y a une donnée, on parlait tout à l'heure des données cette semaine, il y a pas mal de trucs sur l'immobilier américain, ou la banque du Japon cette nuit. Bon, s'il y a un truc qui ne plaît pas au marché et qui veut finir l'année parce que les banquiers centraux ont laissé un goût amer dans la bouche, il peut aller chercher, s'il a envie, un 6002. Mais je trouve qu'il y a une espèce d'asymétrie quand même assez prononcée sur le risk-reward à la baisse et le risk-reward à la hausse. Non pas qu'il faille acheter tout de suite tout ce qui bouge, ça je ne crois pas non plus, mais dans la phase où, selon moi, le choc point bas a été fait à 5006, le rallye actuel, c'est le début, certes, qui va être construit après, consolidé, mais c'est le début du prochain rallye haussier. Et nous serions donc dans des phases de respiration de ce rallye en construction. Donc, vouloir jouer trop bas, c'est prendre le risque à un moment donné que le marché ne vous attende pas et puis continue sans vous. Je serais étonné qu'il reparte tout de suite quand même, parce que là, encore une fois, fin d'année, il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent, et les banquiers centraux, ils ont voulu, je pense, imprimer ça pour qu'il n'y ait pas d'euphorie mal placée avant la fin d'année. Voilà. Mais entre l'euphorie mal placée et un atterrissage, on peut voir le graphe suivant, si vous voulez, un peu plus court terme. Ouais. C'est un graphe en 1 heure, où on voit donc la zone, voilà, ça va apparaître dans quelques instants, mais c'est une zone qui va être, où on voit un peu mieux le gap à 6002. Mais alors si on peut zoomer sur le CAC, effectivement, voilà. Sur la vision après, 4 heures voilà. CAC 40. Je pense que voilà, la zone technique que nous vivons actuellement, c'est celle qu'on avait décrite la semaine dernière ensemble. On a dit, voilà, il y avait des arguments pour aller chercher les 6004. On est pile dessus dans cette conjonction de niveau technique. Si le marché, là on est à une phase de test ce matin, ça tente de rebondir 0,7, 0,8. Si dans la journée on retombe à 6004, ça veut dire que le marché n'est pas encore mûr pour y aller tout de suite, et c'est là qu'il peut lâcher, effectivement, on voit le petit gap qui est ouvert à 6002, il peut lâcher 150 points de plus, ça fera les peut-être 2 à 3% de baisse de plus. Je pense que déjà s'il va là, c'est un super point d'entrée ensuite pour les stratégies haussières. Et déjà ces points actuels, on parlait des gérants qui étaient un peu en retard pour le rallye précédent. Toutes ces respirations, je pense, vont être mises pour être travaillées en fait par les gestions qui ne seraient pas rentrées dans le rallye précédent. Donc
peut-être que certains sont rentrés là, sur cette zone technique. Si ça perd de 2-3% de plus, je pense que ce serait une très belle zone pour en mettre une couche, mais je ne crois pas du tout au retour à 5006. Voilà, donc pour moi, il y a peut-être 6002, mais par contre, si on ne veut pas prendre le risque de shorter, parce que là, c'est-à-dire shorter le marché, ou attendre plus bas. S'il y en a qui ont déjà shorté jusqu'à 6004 en disant bon, voilà, j'ai joué le retracement parfait, à ce moment-là, on ne fait rien. On attend simplement. Il y a un gap qui s'est formé dans la phase de baisse, comme ça, vers 6007. À ce moment, on peut dire moi, j'attends au frais. Et puis, dès qu'on retape 6007, 6750, là, par contre, je pense qu'il faut y aller. Là, par contre, ce sera un vrai bon signal. Pas vertical haussier, mais le signal que ça y est, la correction est passée, que la respiration s'est faite, et puis ensuite on déroule la consultation, puis la hausse. Donc 6007 par contre, il ne faut pas le rater à la hausse, 6750 quand on y sera par contre. Voilà. Bon, ce serait bien si on laissait les gros points bas derrière nous avec cette année 2022 que personne ne regrettera vraiment sur les marchés. Qu'est-ce qu'on peut dire de la partie américaine, Alexandre, si on regarde le graphique du Nasdaq, alors, déjà, quand on parle du Nasdaq, on reprend ce qu'on est sur la partie taux. Si on considère que les taux courts ont fait leur œuvre sur les valeurs de croissance, je pense que c'est le cas. Là, les 30% de baisse qu'on a eu, c'est en majeure partie l'œuvre de l'effet taux. Alors, on peut se dire, oui, mais quid de la micro, effectivement. La micro, les résultats qui vont arriver en janvier, ça peut être la seconde couche de baisse si ça ne plaît pas. Il n'y a pas vraiment de warning pour l'instant. On n'entend pas vraiment d'alerte à droite à gauche. Il y en a pourtant eu par le passé, entre deux saisons comme ça. Ceux qui vraiment avaient des choses à dire le disaient. Donc, je trouve qu'il n'y a pas ce contexte-là d'inquiétude massive. On est bien retombé dans la fourchette entre 61,8 et 50% de retracement de tout le rallye post-Covid. Donc, c'est bien que le marché le fasse maintenant, en fait. Parce qu'il y avait la grosse oblique descendante. Le marché s'en approchait, puis c'était un bull trap, il est vite retombé en dessous. Mais c'est bien qu'il le fasse, c'est bien qu'il ne casse pas l'oblique, là entraînant peut-être des algos, des choses plus dangereuses, parce que quand on casse des zones comme ça, il y a forcément des modèles de gestion un peu automatique qui commencent à dérouler à l'achat, qui mettent du volume, et là quand ça retombe, ça peut faire très mal. Un marché qui aurait été trop tiré à la hausse jusqu'au prochain résultat, c'était une source de fragilité potentielle. Oui, je pense clairement, parce que du coup vous avez effectivement une sorte un peu de complaisance qui s'installe, et s'il y a une mauvaise surprise, c'est là que vous avez à nouveau des moins 10, moins 15 post-market, et puis même derrière. Donc c'est bien de retomber là, parce que, et ça c'est fait en plus sans que les taux se redressent. Ça qui est bien, c'est que c'est juste la rhétorique de politique monétaire qui a fait retomber le marché, mais c'est pas les taux courts qui sont retendus. C'est pas mal, ça veut dire que ça diverge un peu déjà avec les taux. Donc moi, je continue de penser que les niveaux pré-Covid sous les 10 000, ils vont être durs à revoir. Par contre, qu'on reste un certain temps entre ces deux zones, vous voyez en violet là, 10 500 et 11 700, je pense que c'est bien. Et tant mieux si on y reste quelque temps, ça, il faut digérer. La hausse a été fulgurante, la baisse est quand même assez costaud, et il faut qu'on ait un bottom qui se forme un creux, donc qui se forme de manière un peu arrondie, parce que l'inflation mettra un peu de temps à repartir, parce que le pivot des banques centrales, c'est pas tout de suite, donc il faut un bottom un peu large, et c'est très bien si on le construit dans cette zone-là, sans paniquer sous les 10 000. Donc voilà, je pense qu'on est très bien là-dedans. Reshorter là-dedans, je trouve ça un peu dangereux. Pour moi, là, le gros de la baisse a été vu. Donc, par contre, ce qu'il ne faudra pas rater, ce qu'on faisait comme pour le CAC, retour du Nasdaq à 11 700, 11 800, vous commencez à taper l'oblique. Là, par contre, il y aura un vrai bon signal, pas forcément vertical, mais un vrai signal de reprise, de reprise qui s'installera. Bon, on verra, parce qu'il va falloir enjamber quand même des récessions avant de voir peut-être un nouveau bull market s'installer, se confirmer, se matérialiser réellement. On n'a pas encore tous les signaux évidents que ce bull market est là aujourd'hui. Là, on donne l'impression, parce qu'on trace des traits, on se dit on peut peut-être y aller dans une semaine ou deux. Non, on peut passer peut-être 1-2 mois, même 3 mois à hésiter comme ça, avec peut-être des bear traps sous les 10 500, on va chercher 10 000 puis on remonte. Je pense qu'il faut s'attendre à ce genre de scénario, un peu en saccadé comme ça, mais les gros mouvements tendanciels du momentum à la baisse, pour moi, ça a été vu, et il n'y a pas le momentum suffisant actuellement pour la hausse non plus. Donc c'est vraiment une phase latérale encore, mais c'est très bien que l'on végète là-dedans quelques temps, parce que le prochain signal à 11 700, 11 800, il sera de qualité celui-ci. Et probablement parce que les taux iront un peu plus bas, etc. J'entends. Pour l'instant, c'est une zone de confort dans laquelle on peut espérer rester peut-être quelques temps, voire quelques semaines, et pourquoi pas quelques mois. Pourquoi est-ce que l'or doit nous intéresser, même Alexandre, cette notion de taux, d'un actif qui perd de la... Ça n'a pas été une grande année pour l'or. Non, clairement pas. Alors, mieux que pour le Bitcoin quand même. Du coup, sa victoire, elle est là. Mais au-delà de ça, il y a aussi toute la partie... les taux, encore une fois, l'effet des taux, l'effet dollar aussi. C'est un actif qui n'a pas toujours la même réaction. Parfois, il réagit beaucoup au dollar, parfois, il réagit au risque géopolitique, parfois, il réagit au risque marché, tout simplement. On le compare souvent au taux réel. C'est-à-dire que c'est un actif sans taux, sans coupon, et donc c'est le taux réel qu'on va trouver sur les marchés qui va faire ou non l'intérêt de l'or. Et on voit que pour d'autres métaux comme l'argent, par exemple, le point bas probablement a aussi été fait. Je pense que sur l'or, à 1006, on a eu le point bas. Désormais, la question, c'est est-ce qu'on peut, là aussi, naviguer entre 1006 et 1008, qui est une zone technique, on a du mal à franchir, et c'est bien qu'on n'aille pas trop vite au-dessus. C'est cohérent avec le dollar qui s'est un petit peu renforcé, c'est cohérent avec ce message de la Fed un peu plus dur,
peut-être beaucoup de communication là-dedans. Vous l'avez dit, le marché n'y croit pas trop d'ailleurs à ce message-là, mais c'est suffisant pour ne pas s'envoler tout de suite à 1009 ou 2000. Mais je pense que le momentum suivant, il va se faire à 1009, 2000 sur plusieurs mois, même plusieurs trimestres très, très probablement. Là, c'est combien de temps on reste au contact des 1008 et est-ce qu'on peut passer encore un peu en dessous? Mais c'est plutôt une zone d'accumulation. Entre 1006 et 1008, c'est de l'accumulation pour ensuite aller chercher les phases d'accélération quand l'inflation pivotera pour de bon, quand la Fed aussi commencera à pivoter plus fortement. Mais un marché qui n'est pas en train de taper sur 1006 actuellement, alors que le contexte est encore sur les taux, baissé, mais on est encore assez haut sur les taux, c'est plutôt de la résilience. Et l'effet dollar était complètement exprimé dans cette phase de baisse. Et puis une thématique sectorielle. On voit que les métaux sont assez résilients. Et puis après, dernière chose, le rallye aussi 2018-2020, ça ressemble plus à de la consolidation qu'on a depuis 2 ans qu'à réellement un sommet avant retournement complet. Pensez fois des phases d'inflation massive qui repart, de taux qui montent à 7-8% côté US. Si on n'a pas fait là, dans cette phase d'accélération, qu'il n'y a pas ce rebond d'inflation auquel je ne crois pas du tout, il n'y a pas de raison d'aller sous 1006. Donc voilà, 1006, 1008 accumulation, encore quelques temps, et puis ensuite, déjà, on peut construire les portefeuilles pour du 2000 et au-delà dans quelques trimestres. Bon, quand même une nette amélioration des perspectives en cette fin d'année, quand on regarde les actifs que vous nous avez proposés par rapport à ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Oui, c'est une amélioration, mais toujours pareil, c'est quand on dit ça, vous avez ceux qui vont penser que il est trop optimiste, etc. Justement, non, c'est l'entre-deux. On est dans une espèce d'entre-deux où je pense que l'aspect un peu trop dangereux a été évacué, mais il n'y a pas encore tout ce qu'il faut, surtout sur la macro ou autre, ni la géopolitique, pour dire qu'on rallie les sommets tout de suite. Donc, c'est cet entre-deux qui n'est pas simple, parce que parfois on est tenté de faire des choses, d'acheter trop tôt ou de reshorter en pensant qu'on ira visiter les points bas. Et je pense que là, c'est une zone au contraire très médiane où les choses doivent plutôt se construire pour le prochain rallye aussi, pour ceux qui ont du capital et un peu de temps devant eux. Pour les shorts, il y a quelques opportunités encore peut-être un peu à court terme, mais voilà l'état d'esprit. C'est pas du tout, on n'est pas en train de préparer la prochaine lame de fond qui va nous amener 30% plus bas. Voilà. Merci beaucoup Alexandre, merci d'être avec nous et les équipes d'IG, Vincent Bois en fait partie chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading de Smart Bourse. On sera en pause, je le précise, la semaine prochaine, le marché sera encore actif jusqu'à la fin de l'année bien sûr, et puis on se retrouvera ensemble le 2 janvier pour le premier plan de trading de l'année 2023. Alexandre Baradez était avec nous en plateau, chef analyste chez IG. Ouais, c'est une des grandes questions de cette fin d'année. Pour l'année 2023, le marché et la Fed divergent sur la trajectoire de la politique monétaire américaine pour l'an prochain. Nous en parlons avec Thomas Kosterg, avec nous en visioconférence, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Merci beaucoup. Comme à imaginer que les investisseurs semblent plus confiant peut-être même que Jérôme Powell sur les résultats à attendre du choc monétaire qui a déjà été infligé par la Fed au cours de cette année 2022. Si je résume en gros l'idée du marché, pas besoin d'en faire beaucoup plus que ce qui a déjà été fait pour permettre à l'inflation de revenir dans des zones beaucoup plus confortables d'ici quelques mois, quelques trimestres pour la Réserve fédérale américaine. Ce qui n'est pas tout à fait la communication, encore une fois, qu'on a eue de Jérôme Powell la semaine dernière. Tout à fait, et j'irai même plus loin. Je pense que le marché obligataire a peur de l'erreur de politique monétaire là, aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il price donc des baisses de taux très rapides, surtout en deuxième partie de l'année 2023. Or, ce n'est pas du tout le message de la Réserve fédérale. Le message de la Réserve fédérale est très ferme. La Réserve fédérale dit que la politique doit rester restrictive, en gros, pendant longtemps. C'est-à-dire, on a l'impression que le signal, c'est qu'il n'y aura pas de baisse de taux en 2023. Donc, en effet, entre le marché monétaire et la Fed, il y a quand même une grande divergence. Je pense qu'en début d'année, l'avantage sera certainement à la Réserve fédérale. Pourquoi ? Parce que le marché du travail, qui est lui-même un indicateur retardé du cycle économique, risque de rester résilient. Il est fort à penser que le taux de chômage va rester quand même bas, en tout cas en début d'année. Les destructions d'emplois, si elles ont lieu, ce sera plutôt au printemps et ensuite. Et aussi les fameuses les postes vacants, la série JOLTS, Job Openings, donc postes vacants. Les postes vacants vont baisser, mais resteront encore trop élevés par rapport au nombre de chômeurs. Or, c'est la mesure clé pour la Réserve fédérale. Une autre mesure clé, c'est les salaires. Et les salaires risquent également de voir une certaine inertie en début d'année. Donc, la Réserve fédérale peut être en mesure de garder son discours hawkish, en tout cas pour les premiers mois de l'année. Par la suite, ça va être plus compliqué. Et là, ça va être intéressant de voir par rapport à la baisse de régime de l'économie.
comment la Fed peut continuer à garder ce discours hawkish. Mais nous pensons que la Fed reste sur ses gardes par rapport à l'inflation, va le rester même si les indicateurs avancés continuent de se détériorer. Et donc, elle va essayer de ne pas baisser les taux, au contraire de ce que price le marché monétaire. Est-ce qu'il y a quand même un scénario possible, un scénario alternatif où on verrait l'inflation décélérer encore plus vite que ce qu'on imagine ou que ce que projette la Réserve fédérale américaine, par exemple, Thomas, qui serait d'ailleurs peut-être le miroir d'une dégradation économique aussi plus rapide que ce qu'on anticipe? Alors là, il y a une petite astuce, c'est que la Réserve fédérale a un peu changé la cible, notamment sur l'inflation. Elle regarde maintenant le Core PCE hors immobilier, donc Core PCE services hors immobilier. Or, ces services sont ceux qui sont le plus liés au salaire, et c'est là où il y a le plus d'inertie potentielle, parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte sur l'inflation aux États-Unis, en fait, dans le marché des biens, on a de la désinflation, voire même presque de la déflation, puisque les goulets d'étranglement dans les chaînes de production, les matières premières, tout ça, on voit le prix des biens qui se calme, voire même qui est en légère désinflation. Or, la question est maintenant sur les services. Or, la Fed est en train de mettre son focus sur les services qui sont eux-mêmes liés au salaire. Et c'est là où il peut y avoir une grande inertie. Donc, la question, c'est oui, l'inflation, notamment l'inflation headline, l'inflation totale, va continuer à baisser, potentiellement assez agressivement. Mais la Fed regarde cette inflation dans les services hors immobilier. Et là, il risque d'y avoir un peu plus de latence. Et Jérôme Powell reste toujours aussi focalisé sur ce qu'on appelle les conditions financières. Là aussi, en plus de cet indicateur spécifique d'inflation qui a été martelé la semaine dernière par le patron de la Réserve fédérale américaine, Non-Housing Core Services, il y a toujours cette idée qu'il faut maintenir que les conditions financières, les conditions de marché doivent refléter le niveau de restriction monétaire souhaité par la Réserve fédérale américaine. Est-ce que de ce point de vue-là, Jérôme Powell est un peu, un peu insatisfait de la manière dont le marché réagit depuis quelques semaines et quelques mois? Oui, Jérôme Powell est clairement insatisfait de ces marchés. Pour lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il ait mis autant le focus sur ces conditions financières qui, selon lui, sont un important canal de transmission de la politique monétaire. Alors, on peut avoir un débat économique si, en effet, l'économie américaine est à ce point liée au marché action américain, s'il n'y a pas d'autres canaux de transmission, notamment le canal bancaire, qui d'ailleurs se détériore de façon assez significative. Mais bon, voilà, Jérôme Powell a mis l'accent sur ce marché action. D'ailleurs, c'est pas sans rappeler, si j'ose un peu d'histoire économique, Greenspan à l'époque, en l'an 2000, pareil, il voulait presque explicitement faire baisser les actions et voir une meilleure prime de risque dans les marchés financiers. Et là, on a un peu le même discours de Jérôme Powell. On a l'impression que Jérôme Powell veut va remettre de la prime de risque dans les marchés financiers, car selon lui, ça participe aux restrictions monétaires. Et quelque part aussi, son discours pour la prochaine hausse de taux, pour le calibrage de la prochaine hausse de taux, c'est si il n'y a pas eu ce rééquilibrage au niveau des conditions financières, la Fed est potentiellement prête à taper fort. Donc ça, c'est un point très important, c'est-à-dire que elle peut faire 50 points de base une fois, voire plusieurs fois, si les marchés financiers ne comprennent pas son message, qui est pourtant assez explicite. Alors même, et vous le disiez d'un mot, Thomas, qu'en dehors des conditions financières, il y a des conditions de crédit qui se dégradent déjà de manière importante pour le consommateur américain, par exemple, à travers le canal bancaire. Tout à fait. Donc, par exemple, des indicateurs qu'on suit, c'est le taux d'intérêt sur les cartes de crédit, qui est maintenant au plus de 18%. On est au plus haut historique de la série qui commence en 2005. On voit aussi sur les prêts bancaires pour les entreprises une montée en flèche. Évidemment, les prêts hypothécaires, le prix à 30 ans, alors même s'il y a une légère décrue, mais on est sur des niveaux historiquement très élevés. Et ça, c'est un choc pour l'économie américaine, et on devrait voir bientôt les conséquences sur la croissance. On voit déjà les conséquences sur les indicateurs avancés qui se détériorent fortement, notamment l'indicateur Markit, le PMI de Markit, qui est tombé à 46, des taux très bas en termes d'indicateurs avancés. Mais on va le voir aussi également sur l'économie réelle, à mon avis, y compris sur le fameux consommateur américain, qui, à mon avis, va être beaucoup plus difficile en début d'année prochaine si ce fameux canal du crédit se raréfie, puisque son épargne accumulée
est en train d'arriver à zéro globalement, surtout pour les classes plus basses de la société. Et donc le canal de crédit est en train de se fermer et ça pourrait donner lieu à une limite sur la consommation américaine, surtout en début d'année. Mais on pourrait déjà le voir, à mon avis, les ventes de Noël du mois de décembre risquent d'être un peu mitigées. Parmi les grandes divergences qu'on peut observer dans les marchés, j'ai été marqué par la divergence en termes de dynamique sur les taux américains et les taux européens, sur la séquence récente, notamment dans le sillage des réunions de banque centrale qu'on a eu la semaine dernière pour la Fed et la BCE. On vient de le raconter, mais les taux américains restent très très sages. C'est l'idée qu'on n'achète pas tout à fait le scénario de la Fed à ce stade aux États-Unis. Le 10 ans est à 3,50, le 2 ans est à moins de 4,20 ce matin encore, alors qu'en Europe, on a eu un vrai recalage des anticipations très violent avec des taux européens qui sont envolés de 20, 25, 30, 40, 50 points de base pour les taux périphériques européens par rapport à une partie américaine qui n'a pas bougé. Quand même un phénomène de marché assez inédit de ce point de vue-là. Oui, tout à fait. Alors la question, c'est est-ce que ce rééquilibrage n'est pas un peu bienvenu dans le sens où l'Europe et les États-Unis font quand même face au même défi. Il y a aussi une question de force du marché du travail, de force des salaires qui peut se répercuter sur l'inflation. Or, en termes de pricing du taux terminal, l'Europe était vraiment bien en deçà des États-Unis. Et il y a d'ailleurs toujours un écart. Il faut un écart entre les États-Unis et l'Europe. Les deux économies sont différentes, notamment en termes de dynamique sur le marché de l'emploi, dynamique sur le marché des biens, au niveau de la croissance potentielle et de la productivité. Certes, mais quand même, l'écart entre les US et l'Europe était, à mon avis, trop important, eu égard aux fameux enjeux de l'inflation et des salaires. Donc on était sur un taux terminal aux États-Unis qui d'ailleurs ne bouge plus trop, mais on est autour de 4,80 pour là où pourrait s'arrêter la Fed, 4 à peu près, autour de 4,80. Mais c'est un taux en fait très élevé, très élevé. C'est ça, le niveau absolu quand même de 4,80. Historiquement, on n'a pas vu ça très souvent. Alors que peut-être sur l'Europe, on était peut-être sur des taux terminaux qui étaient potentiellement trop faibles. Là, maintenant, on est autour de 3,2%. Là, on peut se poser la question si ce n'est pas un peu plus en ligne avec potentiellement les questions d'inflation et de croissance qui vont se poser en 2023. Bah oui, au-delà des niveaux d'inflation atteints plus élevés en Europe qu'aux États-Unis, ça aussi, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu venir en début d'année. Il y a aussi des questions long terme sur la croissance potentielle, qui n'est pas tout à fait la même entre celle des États-Unis et celle de l'Europe aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas, merci pour cet éclairage sur la situation américaine en cette fin d'année 2022. On vous retrouve le lundi, les équipes de Pictet Wealth Management qui nous accompagnent le lundi et le jeudi d'ailleurs dans Smart Bourse sur Bismart. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.